5e numéro de l'atelier de la République. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Après 3 ans de régime d'exception, le général Sangoulé Lamizana, au pouvoir depuis 1966, organise un référendum constitutionnel le 27 novembre 1977, instituant ainsi la 3e République. La Constitution de 1977 marque le rétablissement du pluralisme avec 2 particularités, notamment la limitation du nombre des partis politiques à 3 et puis la prépondérance du président de la République sur le Premier ministre, contrairement à la situation qui prévalait dans la 2e République. Les enseignements de la 3e République, c'est le thème de ce 5e numéro de l'atelier de la République. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Sur ce plateau, 4 invités avec nous, le professeur Augustin Loada, enseignant-chercheur, professeur en sciences politiques. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Avec nous également le professeur Magloire Somé, enseignant-chercheur en histoire de l'Afrique contemporaine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous également le professeur Basile Guissou, chercheur, politologue, ancien directeur général du CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Bonsoir, bienvenue. À votre service. 4e invité, Newton Ahmed Bari, journaliste éditorialiste, historien également, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir. Je suis le seul à ne pas être professeur. Voilà. Et avec nous également des membres du club CGD. Merci en tout cas pour l'accompagnement ce soir. Tout à l'heure, vous avez quelques questions à poser à nos invités. La 3e République, donc, c'est une constitution qui compte 116 articles répartis en 13 titres. Et ça s'inscrit justement dans le cadre d'une démocratie libérale. Alors, je voudrais commencer par le professeur Augustin Loada. Si on devrait dégager les caractéristiques principales de cette constitution, la 3e République. Je pense que vous avez, dès l'entame de l'émission, dégagé ces 2 principales caractéristiques. La première, c'est que la constitution de la 3e République tire les enseignements du fonctionnement de la République précédente, la seconde, qui a connu pas mal de difficultés. Et donc, le constituant de la 3e République en a tenu compte et a préféré consacrer un régime plutôt, je dirais, semi-présidentiel, dans lequel le président de la République joue un rôle prépondérant. Deuxième caractéristique que vous avez rappelée, c'est une république fondée sur le tripartisme, en ce sens que le constituant a essayé de limiter le foisonnement des partis politiques que nous connaissons aujourd'hui au Burkina Faso et a essayé de tenir compte de la nécessité d'encadrer le pluralisme partisan en limitant le nombre de partis politiques à 3. Est-ce qu'on pouvait parler de démocratie libérale, justement, dans ce sens, quand on limite, justement, le nombre de partis politiques? Oui, parce que pour qu'on puisse parler de système de partis politiques, il suffit qu'il y ait 2 partis. Voilà. Si vous prenez, par exemple, le cas des États-Unis d'Amérique, le cas de la Grande-Bretagne, il y a 2 partis essentiellement qui sont sur la scène politique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres partis, mais les partis de gouvernement, ceux qui animent principalement la République, la vie politique, sont essentiellement 2 partis. Donc pour moi, dès lors que le système repose sur au moins 2 partis politiques, on peut parler de pluripartisme. Et dans le cas d'espèce, il y avait 3 partis politiques. Pour moi, c'est suffisant pour qu'on puisse parler de démocratie libérale. Au-delà de ça, il n'y avait pas de différence fondamentale avec la 2e Constitution? Non, quand on regarde fondamentalement, il n'y avait pas de grande différence. Sauf que la 3e République renvoie les militaires dans les casernes parce qu'il y avait quand même des fonctions qui étaient reconnues, enfin disons consacrées, attribuées d'office aux militaires. Je pense en particulier au poste de président de la République qui était réservé aux militaires le plus anciens dans le grade le plus élevé. Je pense également à une disposition transitoire de la Constitution qui réservait un tiers des portefeuilles ministériels aux militaires. Tout cela a été gommé dans la Constitution de la 3e République. Oui, professeur Magloire Somé, c'est quand même une république née dans la crise, non? Oui, disons que après l'échec de la 2e République,
Lamizana avait décidé de prendre ses responsabilités. L'armée a pris ses responsabilités dès le 8 février 1974. Et maintenant, il s'agissait de trouver une nouvelle formule. Donc, la Première République, qui était fondée sur un régime présidentialiste fort, avait échoué. La Deuxième République, qui était un régime parlementaire, avait échoué. Et puis, il y avait donc ces querelles entre donc, les hommes politiques qui avaient compromis en quelque sorte l'unité de la classe politique. Donc, le RDA était en crise. Le RDA était en crise et même le PRA était en crise après le décès de Nazi Boni, le décès accidentel de Nazi Boni. Le PRA était en crise. Et par conséquent, Lamizana a décidé de changer la donne politique en parlant de renouveau. Alors, pour lui, le renouveau n'est pas la révolution. Il ne voulait pas aller vers la révolution parce que pour lui, la révolution catégorisait les citoyens, les voltaïques, en bons et mauvais citoyens. Or, pour lui, tout le monde comptait. Et donc, de ce point de vue, il va parler de renouveau. Et donc, dans son renouveau, il avait un vaste programme, un programme qui comprenait 3 projets. Un premier projet qui concernait la réorganisation du territoire. Et donc, il va diviser le territoire en 10 départements qui étaient dirigés par des préfets militaires. Et puis, il va vouloir créer le mouvement national pour le renouveau, que, bon, on considérait comme étant un parti unique. Et puis, il va engager des réformes sur le plan économique avec la voltaïsation des cadres et des capitaux. Alors, il suspend les partis politiques dès le 30 mai 1974. Mais on va se rendre compte qu'il y aura une sorte de sissiparité à l'intérieur de la vie politique. Parce que le RDA en crise va se scinder en deux dès 1976 avec la création de l'UNDD. Et puis, le RDA, le PRA était divisé entre Palais Ouelté, qui était donc le conservateur, et puis Laoseni Ouedraogo, qui avait fini par créer le mouvement des indépendants du PRA. Et donc, on va voir qu'il y aura une multiplication des partis. Et puis, dès 1976, il y avait la menace autonomiste, la menace sécessionniste avec le mouvement autonomiste de l'Ouest qui réclamait la création de la République du Kénédougou. Et puis, face à cette situation, Joseph Kizerbo fait une démarche vers les tenants du Mao, le mouvement autonomiste de l'Ouest, et réalise une fusion entre donc le mouvement autonomiste de l'Ouest et puis le MLN dès 1977 pour donner lieu à l'UPV. Donc il y a une sorte de recomposition de la classe politique, mais il y avait des crises un peu partout et qui faisaient que c'était difficile de compter sur l'unité de la classe politique telle que le réclamait Lamizana depuis 1966. Et je crois que c'est pour cette raison que la commission qui a été mise en place pour proposer les réformes politiques s'est inspirée des idées senghoriennes. Senghor avait dit que dans la vie politique, il y a 3 tendances possibles. Un pays ne peut être dirigé que soit à gauche, soit au centre, soit à droite. Et donc, pour lui, il ne pourrait pas y avoir plus de 3 partis dans un pays. Et donc, la commission s'inspire de ces idées senghoriennes pour proposer les 3 partis. Donc, ça veut dire que s'il y a 10 partis, en fait, si l'on examine le programme, si programme il y a, si on examine le programme de ces partis, on va se rendre compte qu'il y en a qui sont de droite, d'autres de gauche, et puis d'autres du centre. Et donc, par conséquent, on va choisir, on va limiter le nombre de partis. C'est sans compter avec les querelles de leadership suffisamment... Bon, sans compter avec les querelles de leadership. Et c'est pour cela qu'on a instauré une sorte d'élection concours. C'est-à-dire que les législatives du 30 septembre 1978
devrait retenir les 3 premiers partis. Et donc les autres partis devaient disparaître. Et c'est ainsi que les partis qui sont arrivés, 4e et consorts, ils ont dû réaliser la fusion avec chacun des 3 premiers partis. Donc le PRA, qui était arrivé 4e, a été obligé d'aller au niveau du RDA. L'UNI, qui était arrivé 5e, était obligé d'aller avec le RDA. Et puis le Front de refus RDA va fusionner avec l'UPV pour former le Front progressiste voltaïque de FPV. Et donc voilà les 3 partis qu'on a retenus après donc, la Constitution de 1977. Oui, professeur Basile Guissou, 3 partis. C'est vrai que cette expérience aurait pu toujours servir aussi pour maintenant faire en sorte qu'à l'issue de l'élection, les partis qui n'arrivent pas justement à faire des scores assez intéressants puissent disparaître pour laisser la place. Ça aurait pu être intéressant, non, professeur? Why not? Oui. Professeur Basile Guissou, comme on l'a dit, c'est une Troisième République qui portait déjà les germes de sa propre faillite. On va le rappeler que c'était la République la plus éphémère. Oui, bon, c'est vrai que si on prend en termes de république, de constitution, effectivement, on peut dire cela. Mais moi, je crois qu'il y a une donne fondamentale qu'il faut mettre en relief, c'est la place et le rôle du mouvement syndical. Et surtout les enseignants et l'Union générale des étudiants voltaïques, qui n'ont pas joué les derniers rôles. Parce que moi qui vous parle, j'étais peut-être en 3e au lycée Zendaka en 1966. Nous sommes sortis avec des pancartes pour demander de l'eau, du pain et de la démocratie, qui allait aboutir au 3 janvier 1966. Donc, l'un dans l'autre, je crois que le mouvement étudiant à partir de 1971, précisément, en échappant des griffes du MLN, parce que c'est le MLN qui contrôlait, a pris une importance politique ouverte à son 6e congrès en prônant ce que mon collègue Magouar a l'air d'arborer, dire que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, il y a des voleurs, il y a des tricheurs, il y a des réactionnaires, il y a des révolutionnaires. Donc il faut faire le tri. Ce n'est pas parce que vous êtes un diplômé d'université que vous êtes forcément un saint auquel on peut donner le bon Dieu sans confession. Donc, dans le milieu intellectuel, il y a eu effectivement une séparation qui a poussé même à des excès du genre démarcation physique. Je milite dans l'UGEV, tu ne milites pas, même si tu es mon frère, même père, même mère, je ne te dis pas bonjour. Bon, il y a eu des excès comme ça, mais ça a beaucoup pesé dans le jeu politique national. Parce que même des personnes éloignées du communisme comme Joseph Konombo étaient obligés d'en parler, en même temps qu'il parlait des boubous mélangés, il parlait des communistes, en visant bien sûr le mouvement étudiant. Ça a beaucoup influencé les changements, surtout le rejet du parti unique. Mounir, moi je me rappelle très bien, les congrès de l'IGF stigmatisaient ça comme étant copie conforme de ce qui s'est passé au Zaïre et au Togo, etc. Donc Lamizana, qui était quand même un félin politique, contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, s'il est resté 14 ans, c'est pas parce que c'était le dernier des stratèges, hein. Il a compris que le 3 janvier 1966, c'est quand même les syndicats qui étaient en tête pour lui proposer d'aller voir Maurice pour négocier sa démission et puis amener l'armée au pouvoir. Et à l'époque, on se souvient que Joseph Ouedraogo déclarait à la place du 3 janvier que nous avons confié le pouvoir aux militaires, on va s'organiser, quand on sera prêt, on va aller le prendre. Bon, ça, il fallait vraiment être politiquement naïf pour croire à ça. Et je crois que Lamizana a été marqué de très près par les jeunes officiers au sein de l'armée qui pouvaient monter aux affaires. Et de l'autre côté, il y avait le mouvement étudiant et le mouvement syndical de façon générale, parce qu'il y a eu beaucoup de grèves avant qu'il n'accepte d'abandonner son projet en décembre 1978, non 1977.
Il y a eu une grève C'est en décembre célèbre. 75, les 17 et 18 décembre 75 qu'il y a eu la grève. C'était une grève qui est restée dans l'histoire. Parce que même les vendeurs de cacahuètes au bord de la route ont grévé. Non. C'était vraiment une ville morte. D'accord. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. D'accord. poids du Newton mouvement. Ahmed Barry, on parlait justement de cette crise déjà au niveau du RDA depuis la Deuxième République. Mais il y avait aussi l'armée qui était aussi, et l'actualité nous le rappelle encore, qui était divisée aussi à propos de la candidature justement de Lamizana à l'époque à la présidence, mais dans le cadre d'un parti, le RDA. Non, il faut peut-être ajouter aussi deux choses avant de revenir à cette question-là. Je crois que le professeur a décrit tout à fait, je vais dire de façon parfaite, l'ambiance au niveau national, hein, avec tous les éléments de repère. Mais il ne faut pas aussi oublier le contexte international, interafricain, de façon générale, en ce qui concerne, donc à partir de 1974, il y avait deux éléments à mon avis qu'il faut retenir. Il y a quoi qu'on dise, Lamizana venait de passer 8 ans au pouvoir déjà. Donc, il avait commencé, ce n'est plus le général, ce n'est plus le colonel de 1966. Donc, quoi qu'on dise, le pouvoir commençait à lui monter quand même, c'est-à-dire il commençait à prendre goût au pouvoir. Les militaires également commençaient à prendre goût au pouvoir parce que, quoi qu'on dise, on ne reste pas innocemment à ce niveau de responsabilité-là sur des années sans que cela ne déteigne évidemment. Voilà. Donc, au moins, jusqu'en 1970, au lendemain de la Deuxième République, les militaires étaient toujours dans l'esprit qu'ils allaient remettre le pouvoir et repartir dans les casernes. Mais plus on mange, plus l'appétit venant. Et donc, à mon avis, à ce niveau-là, il y avait deux éléments. Il y avait donc ça, c'est-à-dire le fait de durer au pouvoir. Et puis, il y avait aussi le contexte africain, des partis uniques. Lamizana avait pensé effectivement qu'il fallait faire un parti unique pour essayer de résoudre le désordre des civils. Parce que c'est l'expression qu'on utilisait le très souvent, c'était que les civils étaient des gens très pagailleurs, désordonnés, et les militaires étaient des gens de l'ordre. Donc voilà les deux éléments, la durée et puis l'ambiance sous-régionale. Maintenant, évidemment, l'armée, à partir de cet instant-là aussi, puisque le projet de départ de 66, même si c'était une jeune armée, elle était en construction, le projet de 66, c'était que l'armée redresse et reparte à ses missions régaliennes. Mais comme on dit, quand l'armée vient, il ne repart pas. Hein. Donc voilà. Un peu comme ce que nous vivons actuellement. Oui, je voudrais appuyer ce point parce que je me rappelle, et il a confirmé dans ses mémoires, Gira Kango Ouedraogo, il avait été interrogé sur les raisons de l'interruption de la Deuxième République. Et il avait souligné que si on regardait bien, la Constitution prévoyait que l'armée, effectivement, reste au pouvoir pendant 4 ans, redresse et s'en retourne dans les casernes. Eh bien, au bout des 4 ans, elle a dû faire un coup d'État, Lamizana a fait un coup d'État contre lui-même. Oui. Donc, pour pouvoir rester, bon, c'était son explication. Bon, bien sûr, le désordre des civils a servi de prétexte, quoi, mais je voudrais quand même rappeler ce point. Et puis, un aspect très important qu'il a souligné, c'est le rôle des syndicats. Aujourd'hui, c'est la société civile. Voilà. Les syndicats, à l'époque, étaient le moteur de la société civile. Tout à fait. Et c'était un acteur avec lequel il fallait compter sur la scène politique. Et je me rappelle qu'ils intervenaient aussi sur des questions de bonne gouvernance, en guillemets, parce que, par exemple, je ne sais plus dans quel ouvrage je l'ai lu, ce ministre de la fonction publique qui avait organisé un concours où il y avait eu une magouille. Voilà, c'est ça. Et donc, les syndicats s'en sont emparés pour aller en grève. Aujourd'hui, bon, les magouilles, apparemment, c'est tellement banalisé que, bon, ce n'est pas un motif de grève. Alors qu'à l'époque, l'éthique était tellement importante que ça suffisait pour déclencher une grève. Il y a peut-être un autre élément à ajouter qui a été mentionné dans la Constitution de la Troisième République, qui n'existait pas, c'est le droit à l'information. En tant que journaliste, je crois que, comme moi j'ai fait mon mémoire sur le droit à l'information, c'est un des éléments, un des marqueurs aussi, en matière de liberté
Je crois que on ne le souligne pas assez, mais c'est quand même à partir de là, cette constitution-là et cette évolution de la société burkinabé est quand même caractéristique d'un certain nombre d'éléments, dont le principe fondamental, la liberté et la pluralité. Parce que c'est pour cela que les gens refusent le parti unique, mais c'est en même temps, à ce moment-là, qu'on chérisse aussi la liberté de la presse, et c'est là où commence à naître un certain nombre de journaux, dont certains sont aujourd'hui. Voilà. Oui. Un autre aspect aussi, toujours sur le plan politique, je me rappelle, vous avez parlé tout à l'heure de l'UNDD, mais c'était aussi l'UNDD avec des figures, des visages qui étaient déjà présents pendant un bon bout de temps quand même sur la scène politique, et des figures qui avaient commencé à être contestées quand même. Bon, disons que l'UNDD, c'était le parti des pro-Maurice, Yamiogo. Voilà, et donc, compte tenu du fait que la Deuxième République n'a pas réussi à réhabiliter Maurice Yamiogo, donc il a suscité donc, la scission. Et le parti était créé et confié à Herman Yamiogo, qui était trop jeune et qui ne pouvait pas se présenter aux élections de 1978. Si bien qu'on a recherché un banquier, Makeo Drago, qui était banquier, qui avait dirigé la Banque nationale pour le développement. Et donc, c'est lui qui s'est présenté comme le candidat de l'UNDD. Maintenant, ils ont mobilisé un certain nombre de militants, ceux qui étaient déçus de l'UDV-RDA. Ils ont dû rejoindre l'UNDD pour espérer avoir de nouveau une carrière politique. Donc l'UNDD est apparu aux élections comme étant la deuxième force après l'UDV-RDA, aux élections du 30 avril. Et donc c'est la recomposition du jeu politique qui a fait que l'UNDD a pris la troisième place, puisque le Front de refus RDA, qui avait 6 députés, va rallier le parti de Joseph Kizerbo, l'UPV, qui avait 9 députés, et finalement, le FPV va avoir 15 députés, et l'UNDD 13 députés, et donc l'UNDD devient la troisième force à partir du jeu des coalitions. Donc l'UNDD a décidé de rester un peu dans l'opposition, et par conséquent, avec l'évolution dans l'opposition, généralement, les partis politiques tombent en léthargie quand vous n'êtes pas aux affaires. Et c'est ainsi que l'UNDD a connu la déconfiture, tout simplement parce qu'elle n'a pas été associée à la gestion donc, des affaires sous la Troisième République. D'accord. Alors, c'est pas aujourd'hui que date l'impossibilité de tenir longtemps en dehors du pouvoir. Mais je voulais souligner quelque chose concernant la question syndicale soulignée par les deux. En réalité, les syndicats, à partir de 1974, ils avaient décidé de jouer un rôle plus politique. C'est vrai qu'ils avaient contribué à renverser le pouvoir en 1966. Mais à partir de 1974, avec la création de la CSV, qui avait pris une orientation marxiste-léniniste, la CSV s'était engagée dans un renouvellement de la classe politique. Parce que la CSV avait considéré que les partis politiques de la période de la décolonisation étaient la cause des malheurs de la Haute-Volta. Et par conséquent, compte tenu du fait qu'il y a plein de jeunes qui sont entrés des études et qui ont eu une bonne formation politique dans le sein, au sein de l'UGEF, la FEANF et au sein de l'UGEF. Donc, quand ils rentraient, ils ont milité dans les syndicats et la CSV apparaissait comme le syndicat. Laboratoire de formation, justement. Oui, non, le laboratoire de formation, c'était l'UGEF. Mais la CSV apparaissait comme le syndicat qui pouvait permettre de réaliser la révolution. Donc, dans les revendications syndicales, on voyait une confusion entre donc, les préoccupations corporatistes et les préoccupations
politique. Parce que à partir de 1976, la CSV disait à la Lamizana de mettre fin au MNR. Ah oui. Et de mettre en place un front démocratique et populaire qui va diriger une transition de 6 mois. De là, pendant la transition de 6 mois, on allait élaborer une nouvelle constitution pour aller maintenant vers un nouveau régime constitutionnel. Donc on voyait déjà le glissement vers la notion de front démocratique et populaire. Donc l'idée de la révolution ici a été avancée et les syndicats surfaient entre donc les préoccupations politiques et les préoccupations corporatistes. D'accord. Parce que si on regarde par exemple la période qui a précédé l'indépendance, justement c'est un jeu de cache-cache. En fait, à partir des années 70 ou milieu après 1974, c'est plutôt la tendance gauche qui a commencé non seulement à se construire en termes d'idées, en termes de projets de société, en termes de projection de prise de pouvoir. Mais si vous regardez avant l'indépendance, la plupart des syndicats, ce sont ceux qui ont donné naissance aux partis politiques. Et d'ailleurs, on disait que pour mieux se couvrir politiquement, il fallait porter le manteau du syndicat. Et c'est comme ça que ça marchait en fait. Voilà. Je pense qu'il faut quand même préciser que Maurice Yamego n'a pas été tendre avec son opposition. Ce qui fait que il est arrivé même de dissoudre en une journée 2 partis politiques qui sont créés simultanément. Le parti se crée, il le dissout, il va se créer encore, il le redissout par décret présidentiel. Donc l'opposition s'est réfugiée dans les syndicats. Rappelez-vous aussi que Oufoué Boigny a été d'abord secrétaire général des syndicats des planteurs africains de la Côte d'Ivoire en 1945, pour qu'en 1946, il crée le RDA à Bamako avec les parlementaires africains à l'Assemblée nationale française. Donc, syndicalisme et politique ont toujours marché. Ce n'est pas d'ailleurs mauvais en soi. La formation syndicale peut-être permet aussi de nourrir l'action politique. Le club CGD a une question notamment avec Lira Diallo sur justement le régime politique. Le professeur Loda pourra répondre. Allez-y. Ok, merci. Ça marche. Ok. Donc ma question est relative au régime politique qui a été institué avec la Troisième République. Quand on regarde, c'est un régime, c'est un parlementarisme présidentiel et qui était un peu, comment on va dire ça, une fusion des expériences passées à travers le régime présidentiel d'abord, qui était consacré lors de la Première République, et après le régime parlementaire. Et cette troisième constitution-là a essayé de faire la synthèse. Et on constate aussi que c'est la constitution qui a le moins duré. Est-ce que cela peut justifier cette durée de vie très limitée de cette Troisième République? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ce sont les textes qui font la stabilité des régimes ou est-ce que ce sont les hommes, la qualité? Voilà. Parce que normalement, si je suis votre raisonnement, effectivement, la constitution de la Troisième République, c'est une synthèse. Donc, je dirais, on capitalise ce qui est bon dans la première, ce qui est bon dans la troisième et dans la deuxième, et donc on devrait avoir le meilleur dans la troisième. Et pourtant, c'est la République qui a le moins duré. Voilà. Je pense qu'il y a certainement, en dehors des textes, qu'il faut rechercher les explications. Et je suis juriste, mais j'ai tendance à dire à mes collègues juristes que les explications, parfois, ne se trouvent pas dans les textes, il faut les chercher ailleurs. Les textes ne suffisent pas. Voilà. Oui. Yacine, ça va d'abord? Oui. Si vous permettez, je vais m'essayer à une chose. C'est-à-dire que je fais un parallèle. Le problème de 1977, c'est que c'est vrai, on a une belle constitution, synthèse de toutes les expériences qu'on a connues. Mais on se retrouve avec une classe politique vieillissante,
qui était là depuis 1960. C'est Parce là, que n'oubliez pas ça. Et puis on a un renouvellement de jeunesse, hein, c'est-à-dire comme un peu aujourd'hui, quand on entend les gens dire laissez la place à la jeunesse. Mais en ce moment, cette jeunesse était plus consciente que celle d'aujourd'hui. Et elle s'était formée pendant la décennie dans les syndicats. Et en 80, autour de vers 78, à la fin des années 70, elle était prête à prendre la place. Sauf que les anciens n'ont pas su l'intégrer. Et ils l'ont laissé à la dérive, si on peut l'appeler comme ça. Ce qui fait que finalement, fatalement, 80 est venu. Et ensuite, il y a eu un renouvellement presque drastique, évidemment, générationnel en matière politique. Je pense qu'on devrait aussi réfléchir à voir si en 2022, là, mais l'effet rebours de 1978, on pourra revenir là-dessus. On pourra revenir là-dessus. Alors, on fera, justement, parlant des défis justement de la Troisième République, Yassine Sawadogo, une question? Oui. Moi, c'était ma question relative à la durée donc, de la Troisième République. Étant donné qu'elle a été donc la plus courte, et quels ont été donc les défis auxquels cette Troisième République était confrontée, notamment sur le plan politique, économique donc, et social. Oui, professeur. Oui, les défis auxquels était confrontée la Troisième République, c'est la question d'assurer la stabilité même du régime, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements sociaux qui avaient amené le pouvoir à passer le temps à régler donc des problèmes sociaux au lieu de s'investir donc dans des programmes de développement. Dès 1979, ont commencé les premières grèves. Et les grèves étaient des grèves perlées, et on dirait que les syndicats s'entendaient, s'entendre c'est trop dire. Tel syndicat lance son mot d'ordre de grève, et juste après, tel autre syndicat lance son mot d'ordre de grève. Il y avait même des grèves de soutien. Vous comprenez? Donc il y a des syndicats qui lançaient des grèves de soutien à tel syndicat qui était en mouvement. Et à partir de 1980, l'année 1980 a été totalement une année paralysée, où il y a eu beaucoup plus de mouvements sociaux que de présence dans les bureaux. Alors donc, en termes de défis, il y avait donc le défi du développement à relever. Il y avait les programmes de développement rural qui étaient un vaste chantier. Mais tout cela ne pouvait pas aboutir parce que, tout simplement, il y avait une telle instabilité au niveau syndical que le régime ne pouvait pas être sur tous les fronts. Voilà. Donc, moi, je veux ajouter un élément. Je pense que la question du renouvellement de la classe politique qui a été évoquée précédemment, je pense que c'est un élément à verser dans l'explication. Je pense aussi qu'un défi auquel on a été confronté sous cette République, c'était de maintenir aussi la cohésion de l'armée. Parce que c'est vrai que Lamizana, c'est lui qui a été porté à la tête de l'État à la suite du soulèvement populaire du 3 janvier 1966, mais c'était en quelque sorte, comme le disait la Constitution de la Deuxième République, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Mais quand il a commencé à vouloir concourir pour briguer un poste électif, bon, quelque part, il s'est coupé du reste de l'armée. Et ça a introduit, à mon avis, le virus de la division dans la classe, dans l'armée. Oui, vous l'avez rappelé dès l'entame, parce que je crois comprendre qu'il y a certains officiers qui n'étaient pas d'accord avec sa décision de briguer l'élection présidentielle de surcroît au titre du RDA. Voilà. Peut-être que s'il avait été en indépendant, peut-être que le jugement aurait autre, mais le fait qu'il ait accepté de porter les couleurs d'un parti politique a contribué à une prise de parole au sein de l'armée, voilà, sur l'unité de l'armée. Et je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir un effritement au sein de cette institution-là. Oui, je veux aller dans le même sens, mais en disant que il a été approché par le RDA et il a rencontré donc le Conseil supérieur des forces armées pour
avoir l'aval du Conseil supérieur, qui lui a refusé, une partie des officiers avait refusé de le soutenir. Et une autre partie des officiers disait, bon, vous pouvez aller. Et dans tous les cas, si vous n'y allez pas, on sait que dans 2 ans, nous allons reprendre le pouvoir parce que ces civils-là ne pourront pas gérer le pouvoir. Alors, mais il a décidé de se présenter à titre individuel et non pas sous les couleurs du RDA. Et maintenant, il a demandé que l'ensemble des partis qui le soutenaient puissent le soutenir. Sinon, quand il a déposé sa candidature au ministère de l'Intérieur, c'était à titre individuel. Maintenant, c'est vrai que les officiers avaient l'information selon laquelle le RDA le démarchait. Et donc, ils avaient peur qu'ils prennent parti pour le RDA. Mais c'est plus tard, certainement, qu'il a pris la carte du RDA, mais au moment où il se présentait, c'était à titre individuel. Et c'était possible à l'époque. Oui. Je précise que je soupçonne fortement ces Herbo d'avoir été influencés par le MLN. Gérard Kango l'a dit plusieurs... Oui, si. Parce que Gérard a dit tout le temps que le RDA a toujours gagné les élections, démocratiquement. Mais c'est les mauvais perdants qui chaque fois prennent la torche et torchent sur la cible là, et l'armée tire. Ça s'est passé comme ça. Parce que tous ceux qui ont su, moi j'étais là, hein, les clairons là, après le coup d'état de Cézerbo, c'était au clairon qu'on annonçait les décisions. C'était... D'accord. Et puis effectivement, après le coup d'état de Cézerbo, il y a eu des télégrammes de soutien. Il y avait beaucoup de ministres MLN dans le... D'accord. Ah, mais bien sûr. Non. En même temps, il faut dire aussi que ce qui était à l'œuvre dans la société civile était à l'œuvre dans l'armée. Et je crois que, et Lamizana l'a dit, eux, à un moment, ils n'ont plus fait attention aux jeunes générations qui sont montées. Et si vous regardez, 80, ce sont, même s'ils n'étaient pas au premier poste, ce sont les officiers qui ont été la cheville ouvrière de 1980, qui sont restés en 82, 83, 87. Et oh là là. Ils avaient commencé à occuper des portefeuilles ministériels. En fait, ils n'ont fait que pousser les autres. Et puis maintenant... Et on peut dire que c'est à partir de cette période-là, on peut parler d'inféodation des militaires justement aux hommes politiques, non? Non. Les militaires ne se sont jamais inféodés aux hommes politiques. C'est l'inverse. En fait, les hommes politiques se trompent et ont toujours eu l'illusion que c'est eux qui tirent les autres. Ça n'a jamais été le cas. C'était un jeu de dupe. Et les militaires sont des stratèges. Les militaires, et c'est l'erreur que tous les... Majoritairement, les civils ont été des porteurs de valises plus que des des rédacteurs de discours. Sans le réaliser. Mais les militaires, ils savaient ce que c'est que le pouvoir. Les idées communistes qui étaient développées dans le mouvement étudiant, mais ces idées communistes-là, s'est développé aussi au sein des jeunes officiers. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y avait des jeunes officiers communistes, à partir des années 1978. Et PMK qui était là, avec des professeurs comme Touré. Oui. Donc, et les idées communistes étaient il y avait des journaux communistes. Voilà. C'était déjà semé dès le PMK. Oui. Et donc, on a eu des officiers communistes au milieu des années 70. Ce qui explique que, quand Cézerbo a pris son pouvoir, il avait nommé comme ministre de l'information le lieutenant Thomas Sankara, qui était communiste et qui a tenu un discours communiste avant de qu'il a été communiste, Thomas Sankara? Je n'irai pas à cette déclamation-là, ça ne m'engage pas du tout. J'ai travaillé avec lui pendant 4 ans, il n'a jamais prononcé, il s'est jamais prononcé sur son option idéologique et politique comme un marxiste-léniniste. Mais il n'était pas de droite, ça c'est sûr. Bon, 100%. Bon, il était au service de son peuple. D'accord. Et si c'est la révolution qui faisait l'affaire de son peuple, véritablement, on peut dire que c'est à partir de cette période-là que l'armée véritablement a commencé à faire la politique. Non. Depuis 66. 66. Oui, à partir du moment où elle a été appelée. C'est vrai. Mais elle a commencé à s'ancrer dans la politique à partir de 70. D'abord en s'octroyant les premiers rôles de façon constitutionnelle, et puis après, c'est le temps faisant... C'est même pas constitutionnel, parce qu'après 66, ils ont fait une déclaration pour dire qu'il restait 4 ans au pouvoir. Oui. C'est le Conseil supérieur des forces armées qui a fait cette déclaration. Tout à fait. N'empêche, mais ils ont fait... Parce qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu... Non, ils pensaient que l'œuvre de redressement
en 70 n'était pas terminée. Voilà. Et qu'il fallait se donner encore 4 ans. Et c'est Non, pour mais cela je veux dire, bon, qu'ils ont constitutionnalisé. que c'était. Et c'est pour cela qu'ils ont constitutionnalisé le rôle politique de l'armée. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. un rôle politique et économique. Oui, économique. Oui. Voilà. Voilà. Une autre question avec Madame Odile Yameogo sur notamment les acquis. Cette question d'abord. D'accord. Moi, je voulais savoir quels sont les acquis que nous avons. Allez-y. Quels sont les acquis de la Troisième République que nous avons. On peut vous asseoir, peut-être parler plus fort. On lui a dit de... D'accord. Moi, je voulais savoir quels sont les acquis de la Troisième République que nous avons conservés dans la Quatrième République, que vous pensez que nous pouvons conserver même après la crise dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. D'accord. Oui. En Bon, termes d'acquis. Moi, je vois plutôt les acquis que nous n'avons pas tirés de la Troisième République. Je pense que sous la Troisième République, il y a quelque chose qui s'est passé que nous n'avons plus jamais réalisé. Élire un président au second tour. Ouais. Ouais. Donc, quelque part, je me dis, le niveau de compétition, de concurrence entre les forces... Et de culture politique. Voilà, c'est tellement tout ça, c'est dans le contexte, dans l'environnement, était plus élevé, il me semble, que ce qu'on a aujourd'hui, malgré le foisonnement de partis politiques. Ça veut dire quoi? Qu'on ne votait pas pour 2000 francs à l'époque? Si, quand même, hein, parce que quand on regarde les travaux des historiens, y compris la période de décolonisation, là où il y a, j'ai envie de dire, la démocratie libérale, forcément l'argent a quelque chose à dire. Oui, mais c'était dans des proportions assez limitées par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc pour moi, le niveau de compétitivité du système politique à l'époque était plus élevé, certainement en termes de qualité, que ce qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, je pense que c'est ce que nous devrions rechercher. Sinon, dans sa mouture, la constitution de la Troisième République, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la constitution d'aujourd'hui, en vigueur aujourd'hui, mais en termes de qualité, du fonctionnement, on n'a peut-être pas encore atteint ce niveau. Et rappelez-vous, à l'époque, partout, c'était le parti unique. Et ça intriguait même les Français. Comment, dans un pays pauvre comme ça, on arrive à faire des élections concurrentielles et puis les gens vont au second tour pour être élus. Là où, bon, les gens, ils faisaient le coup KO et à 99%. Voilà. D'ailleurs, ils avaient considéré que c'était un luxe. Oui, c'est ça, c'est ça. Le second tour, c'était un luxe, quoi. autre acquis à mettre à l'actif, c'est vrai que ça a été éphémère. Bon, est-ce qu'il y en a, à part ça, justement, cet exploit électoral? Bon, en fait, il y avait la force quand même des coalitions qui permettaient donc d'avoir deux paysages politiques concurrentiels. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un foisonnement de telle sorte que les coalitions se réalisent difficilement et donc on se retrouve dans des situations où il y a nécessairement un méga parti qui s'impose toujours et ce méga parti qui gagne toujours les élections. Donc la Troisième République a été effectivement un atelier d'apprentissage de la démocratie qui pourrait être peut-être réexaminé dans le contexte actuel. Mais maintenant, personne ne veut la limitation au jour d'aujourd'hui des partis politiques. Oui, Moi, je suis pour ça. Je pense que l'une des leçons à tirer de la Troisième République, c'est ça. Voilà. Bien sûr, à 150 partis politiques, c'est de l'hérésie. Et une volonté bête et méchante d'imiter les Occidentaux, les Européens. C'est eux qui dictent. Newton, avec vous qui avez organisé des élections, c'est quand même plus aisé, non? On a eu des difficultés pour arrêter le bulletin de Ouagadougou. Voilà, possible. Donc c'est vraiment... Et puis le discours, c'est-à-dire que quand vous avez 80 partis politiques, même en termes d'écoute programmatique, vous ne pouvez pas. Les gens se fatiguent, c'est-à-dire ce qui fait qu'on fait des émissions à la queue leu-leu, le gars il vient, il récite ce qui est écrit.
Mais il n'y a pas de débat. Mais la majorité ne vient même pas. Alors qu'avant, malgré qu'on n'avait pas tous les médias, on n'avait pas toute cette capacité de communication aujourd'hui, les gens avaient on arrivait à suivre les discussions, les échanges, et on se faisait une opinion par rapport aux gens. Mais moi, je vais poser une question parce qu'il est journaliste de profession. Mais moi, parfois, quand je regarde, je n'ai pas envie de le citer, mais je vais le citer, l'Observateur des années 70, je suis encore ébahi par la qualité du contenu, quoi. Les débats enrichissants qu'on y menait. Voilà. Je trouve que c'est un peu différent. Écoutez, le journal est à l'image aussi de la société à l'époque, avec la qualité des jusqu'à... Et parce qu'avant aussi, les gens contribuaient. De plus en plus, il y a la pauvreté au niveau des contributions. Des idées. Des idées. C'est ça aussi. Non. Bon, et moi, je pense que on est éclaté aussi aujourd'hui. On a le smart, on a la télévision, on a la radio, on a. Et donc, ça, à mon avis, au lieu que ça enrichisse, à mon avis, ça nous a appauvris en termes de capacité, évidemment, d'absorption. Une absence totale d'intelligence politique. Moi, c'est vraiment grave. Parce que si vous prenez la campagne de 1947, le trio Ouézin Koulibaly, Oufoué Boigny et Philippe Zenda Kabouré, qui avait comme slogan de campagne que la Haute-Côte d'Ivoire est malade. Il lui faut un médecin pour diagnostiquer le malade, un pharmacien pour fabriquer le médicament et un enseignant pour lui apprendre à ne plus tomber malade. Ils ont eu 90%. Donc ça n'existe plus. Il y avait de l'intelligence. Déjà, votez pour moi. Mais ça peut pas un programme, ça. Bon, moi, ce que je voulais ajouter... Il y en a même qui pensent aller sur le fils de mon papa, ils vont pas me voir. D'accord. En fait, notre drame, nous aussi, c'est que, je dis ça, mais que le grand frère Basile m'excuse, à partir de 80, on a déconstruit tous les acquis démocratiques en lien avec la démocratie libérale. Et donc, ce qui fait que... C'est une très bonne chose. Bon, enfin. Bon. Chacun appréciera. Chacun appréciera. On sort de la révolution, on ne fait plus rien. Non, ça veut dire que c'est... Je suis désolé, c'est quoi la télé faire là? C'est ça. Mais le gros problème, c'est que on a prétendu rectifier la révolution. Et là aussi, on a tout effacé. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est le drame. Ce qui fait qu'on ne capitalise rien. Sinon, donc ça veut dire qu'à partir de 80, on a effacé 20 ans. C'est notre malheur. Moi, je me rappelle très bien, jeune journaliste à la télévision nationale, mais ce qu'on disait, c'était de prendre les cassettes de Sankara, là. Il fallait prendre ça pour aller faire de nouveaux reportages. Effacer. Pour effacer. Oui, j'ai vu ça. C'est des archives. Mais personne ne parle sur les archives. L'archive, c'est peut-être Blaise Compaoré. Écoutez-moi. Et donc, mais c'est ça aussi l'esprit d'intolérance. Et peut-être, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, qui fait que comme nous n'avons pas de mémoire, ou nous refusons la mémoire, on n'apprend jamais rien. On recommence toujours. On réinvente la roue. On réinvente tout le temps la roue. Je crois que Basile pourra me confirmer ou infirmer cette information. Sous la Révolution, il y a un préfet qui avait brûlé les archives du passé, en disant non, maintenant on est dans la Révolution. Et donc ces archives-là, bon, ça c'est le passé, ça ne nous regarde pas. Oui. Il les a brûlées. Professeur, moi je vous donne un exemple, parce que je suis allé à la préfecture de Djibo pour faire mon mémoire de maîtrise. Quand je suis arrivé, c'est-à-dire toutes les archives, la colonisation jusqu'en 1980, parce que quand nous on est arrivé, c'était Blaise qui était là, on les avait mis dans un coin, les termites commençaient à les bouffer. Et il y avait de très belles monographies qui avaient été faites. Après, on ira les chercher à l'INA. Écoutez-moi, il y a un Belge qui a fait un film sur Thomas Sankara qui a été diffusé ici au Centre culturel français. À la fin de la projection du film, on demande aux Belges qu'est-ce qui vous a coûté le plus cher pour faire ce film? Les archives. Il dit les archives. Oui. Et le voyage de Mitterrand à Ouagadougou lui a coûté le film en France 145 millions. Oui.
Il n'y avait aucune trace au Burkina. Non, parce qu'à l'INA, je crois que la minute, nous on avait acheté le film quand on devait faire Identité avec professeur Joseph Kizerbo. On est allé à l'INA pour acheter des archives. Mais la minute faisait 15 000 € ou un truc comme ça. La minute. Bon. C'est très important. Cela dit, ce n'est pas seulement ça le problème. C'est-à-dire que même institutionnellement, c'est ça, je m'en prends aux juristes, on ne peut pas me dire qu'on va fabriquer un droit burkinabé en occultant l'expérience des tribunaux populaires de la Révolution. Il faut remettre en cause. Ça, c'est un autre thème, la Révolution. Ça c'est une question politique, c'est pas une question de jeu. Je suis désolé. On aura l'occasion de revenir. Grand frère, tu as d'autant raison qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire une halte parce que les tribunaux ordinaires se sont montrés incapables à résoudre les éléments de la crise de la société qui continuent à s'accumuler. Donc il faut qu'on trouve un mécanisme ad hoc pour vider beaucoup de choses et pouvoir maintenant redonner la parole aux institutions normales. Je n'ai pas fini, ça c'est un. Deux, c'est la démocratie. Là. On a élu les CDR dans les 8000 villages du Burkina Faso sans 1 franc. Si. Belle expérience. On s'aligne. On reviendra sur l'expérience des régimes d'exception, on s'aligne notamment de la derrière. Révolution. On s'aligne, c'est la queue la plus longue qui l'emporte. Dans les prochains numéros. Qu'est-ce qui est plus démocratique que ça? Oui. On y reviendra. Sauf qu'en ce moment, on avait peur. Gelilou Samadogo a une Tant pis question pour vous, sur les... ceux qui avaient peur, tant pis pour eux. Il y en a qui n'ont pas eu peur. Non. Il y en a qui n'ont pas eu peur. Oui. Question. Bon, ma question est relative à ce que disait le professeur Mangloire Sommet dès le début. Les 3 projets singoliens, à savoir celle de gauche, de droite et du centre. Mais le président Lamizana avait adopté la réduction du nombre de partis politiques à 3. Maintenant, quand on sait que même s'il y a eu des acquis, il n'y a pas eu seulement des acquis, sur quels ont été donc les défauts de gouvernance de la Troisième République? Bon, et les défauts de la gouvernance de la Troisième, on a parlé de gabegie dans la gestion des deniers publics, on a parlé de beaucoup de détournements, et on a parlé des magouilles. Il a pris l'exemple du concours organisé par le ministre de l'Éducation nationale pour envoyer des instituteurs se former à l'INA à Paris. Et puis, Madame Domba Konaté avait eu le malheur d'être sur la liste des admis. Et il y avait le soupçon qu'elle ne pouvait pas être admise. C'était la femme du ministre. C'était la femme du ministre. Okay. Donc il y avait le soupçon qu'elle ne pouvait pas être admise. Et donc le syndicat demande qu'on rappelle la dame. Et il y avait deux faits. Et Ali Pascal Zungrana, qui était inspecteur de l'enseignement primaire à Gawa, était accusé d'être un meneur de grève dans son poste à Gawa. Donc on décide de l'affecter à Ouagadougou. Et il y avait le secrétaire général du SNEAV à l'époque, qui était affecté qui était surveillant, un instituteur qui était surveillant dans un établissement secondaire, affecté dans un autre établissement secondaire à Ouagadougou, il refuse de partir. Donc vous voyez qu'à l'époque-là, la force des syndicats, le gouvernement était désarmé devant la force des syndicats. Mais ce que Domba Konaté a refusé de faire, c'était de faire revenir sa femme. Donc en conseil des ministres, on lui a demandé, faut trouver une solution. Il dit, nous allons tomber ensemble. Voilà. Donc vous comprenez que le gouvernement de la Troisième République la force syndicale, le pouvoir syndical était tel que le gouvernement de la Troisième République était complètement désarmé. Et c'est ça qui a expliqué l'irruption de l'armée de nouveau dans la gestion du pouvoir politique. Mais je pense qu'il y a eu aussi des questions de corruption que vous avez évoquées en filigrane. La preuve, quand le CNR est venu, l'une de ses priorités, ça a été de juger ceux qui s'étaient adonnés à ces actes de corruption. Donc je pense que c'est quand même un élément caractéristique, je dirais même une tendance lourde dans le comportement de la classe politique. Et
quand on regarde un peu l'évolution de l'économie de la Haute-Volta à l'époque, bon, on ne sentait pas... Bon, c'est vrai que je suis un peu... mon jugement est un peu faussé par ce qu'on a vu par la suite sous la Révolution. On ne sentait pas véritablement de volontarisme dans le domaine économique. Il est vrai que, bon, avec les militaires, les choses étaient beaucoup plus... il y avait beaucoup plus d'initiatives. Mais bon, l'image un peu qui collait à la Haute-Volta à l'époque, c'était vraiment pays pauvre, le Bangladesh de l'Afrique, tout ça. Moi, c'est ce que je retiens, quoi. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que la démocratie ne doit pas être... Voilà. C'est vrai qu'on a loué les vertus de la démocratie à visage militaire sous la Troisième République, mais il faut rappeler toujours que ce n'est pas une fin en soi. Donc, si vous avez une belle démocratie au niveau de la façade et que vous ne donnez pas à manger aux gens, bon, ça ne peut pas durer. La finalité devrait être le développement. Moi, je crois qu'il a souligné un aspect qui est important, c'est l'usure de la classe politique à l'époque. Elle n'était pas capable de faire face même à la fronde sociale. Voilà. Il n'y avait pas le bagou nécessaire. Le discours politique était trop pauvre. Les gens estimaient qu'ils sont ministres parce qu'ils sont les meilleurs. Et ça, c'est même dans l'armée, c'était un peu ça. Qui disait que les vieux, il faut les mettre de côté puis faire monter. Il y avait ce sentiment d'usure que seul la mise en œuvre, en tout cas ce que je sais, peut dire qu'il n'a jamais été véritablement hué et rabouillé et traité de voleur. Jamais. Il est sorti par le haut. Et son tribunal populaire de la Révolution l'a montré à la maison du peuple. On l'a porté en triomphe. Donc je pense ça quand même, c'était un acquis qu'on n'a pas... Mais les autres, ceux qui retenaient... Ah, mais il y en a qui sont tombés dans la trappe. Et ils auraient fait les choses. On a parlé de la qualité du débat politique à l'époque, mais visiblement en même temps, les acteurs politiques aussi avaient un souci d'image. Non, parce que quand on dure, c'est une question éternelle. C'est-à-dire, quand on fait plus de 10 ans à la lumière, forcément, votre image commence à se brouiller. Quoi que vous fassiez, très peu de personnes exposées sur une décennie restent, je vais dire, gardent leur virginité intacte. Hein. Donc, il y a forcément l'usure. Et puis, bon, il y a un autre élément. Chaque fois, il y a des éléments de génération et de rupture auxquels peut-être qu'on ne fait toujours pas attention. Sinon, moi, je dis, comme on dit les historiens, l'histoire ne repasse pas les plats. Mais si vous regardez 2017-2018, il y a eu autant de grèves dans ce pays, mais ça n'a pas fait tomber roc. Donc ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'à partir de 1980, ou avant, à la fin des années 70, il y avait deux facteurs. Il y avait que, quand même, l'élément important, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire, il y avait j'avais une sorte de tolérance zéro à un certain nombre de pratiques. C'est-à-dire, il y avait une éthique quand même marquée de la société. Ensuite, il y avait une génération qui n'était pas la génération des indépendances, mais qui était arrivée à maturité et qui ne se retrouvait pas dans la conduite des affaires. Il y avait une veille citoyenne forte à l'époque? Oui, oui. Et à mon avis, ceux qui étaient aux avant-postes n'ont pas compris qu'il fallait leur faire de la place, d'une façon ou d'une autre. Et ce sont les deux éléments combinés, à mon avis, pas seulement, mais avec d'autres éléments. Les contradictions aussi au sein de l'armée. Bien sûr, bien sûr. Mais à partir du moment où l'armée a refusé, parce que c'est ça quand même, c'est un élément aussi qu'on ne peut pas passer sous silence. Si l'armée refuse son investiture au général, ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, il n'y a plus de confiance. Oui. Et tout était possible. Oui, mais il faut dire aussi que les jeunes cadres qui entraient donc dans l'administration publique ou dans la vie active n'avaient pas envie de militer dans ces anciens partis-là. Parce que les anciens avaient occupé de la place et faisaient rarement, cédaient rarement de témoins aux jeunes. Oui, il n'y a pas de recrutement. Voilà, donc de telle sorte que ces jeunes qui arrivaient, ils préféraient créer des partis de gauche, souvent des partis clandestins, et à la faveur donc de la Révolution, on a vu une infinité de partis où quand on dit la date de création, on se rend compte qu'ils ont été créés sous la Troisième République, par exemple. Alors, donc c'était pour dire qu'effectivement, il n'y avait pas de confiance. Il n'y avait pas ce lien entre
la jeunesse et les anciens partis. Et les anciens partis qui avaient des mouvements de jeunesse, bon, c'était des mouvements de jeunesse où, bon, ceux qui ont réellement fréquenté dans les universités, quand ils revenaient, ils se méfiaient d'entrer donc dans les mouvements de jeunesse des partis comme par exemple du DVRDA. Donc de ce point de vue, on a vu cette démarcation entre cette jeunesse-là qui arrivait et puis les anciens qui étaient là et qui occupaient donc les postes. Et qui avaient des fiefs électoraux. C'est-à-dire, ils étaient imbattables. Donc quand on dit élection, le RDA gagne toujours. Voilà. Mais et puis il n'y avait pas beaucoup de ressources. C'est un pays pauvre aussi. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France est une excroissance du RDA. C'est la jeunesse RDA en France, les étudiants. En 1960 et 1950, on dénonçait les Houphouët-Boigny d'avoir trahi. Oui, puisque le RDA était communiste à l'origine. En quittant le groupe communiste à l'Assemblée et en se ralliant à François Mitterrand et au gaullisme. Houphouët-Boigny sera par la suite ministre d'État, sans portefeuille dans les deux gouvernements de De Gaulle. Donc c'est quand même la jeunesse estudiantine n'a jamais pu être apprivoisée par ces vieux partis dont il parle. Ouais. Le RDA n'a jamais eu une jeunesse dans le mouvement étudiant, en tout cas à Haute-Volta. Disons que le désapparentement de 1950, c'était un désapparentement qui s'était fait dans un contexte où le RDA n'avait plus le choix. De Gaulle avait chassé les communistes du pouvoir. Oh, mais bon, et donc, si les communistes pas étaient... tout le RDA, hein. La Guinée n'a pas suivi, le Cameroun n'a pas suivi, l'UPC a pris le maquis. Oui, bon. Pour quel résultat Ça dit que... Pour quel résultat? Peu importe, c'est les faits, c'est l'histoire. C'est les faits. Non, en fait... on n'a pas pris le maquis, mais on a eu le pouvoir. En fait, le PCF n'étant plus aux affaires, avoir une affiliation avec le PCF, ça n'avait plus d'intérêt en tant que tel. Vous voyez, c'est pour cela que les Houphouët-Boigny ont fait le désapparentement. Et puis bon, effectivement, par opportunisme... Est-ce que vous avez lu les textes de la réunion du comité directeur du RDA à Conakry, en Guinée, avant de désemparer avec le PCF? Houphouët a dit que les masses ont tenu bon. Les masses veulent de la révolution. Les dirigeants sont fatigués. C'est ce qu'il a dit. C'est écrit noir sur blanc. Et qu'il faut négocier avec De Gaulle. Mitterrand était à la manœuvre. Il était ministre des colonies. Non, écoutez. D'accord. Ce ne sont pas des ignorants. Je pense que c'est... Depuis lors, j'ai envie de dire, c'est peut-être que c'est l'acte de naissance de la France-Afrique. Absolument. Ouais, absolument. Ouais. D'accord. Ouais. On va parler des conditions justement de la chute de la Troisième République. Juste 3 ans. Donc, le 25 novembre 80, il y a eu l'avènement du colonel Césaire Beau au pouvoir. Mais quels ont été les éléments déclencheurs? Qu'est-ce qu'il y a? Le coup fatal, c'est venu comment? Non, c'est les grèves. Ce sont les grèves. Par exemple, le 30 septembre 1980, le SNIAB avait tenu son conseil syndical où il disait que si ces revendications n'étaient pas satisfaites, il n'y aurait pas de rentrée. Donc, c'était le blocage au niveau du ministère de l'Éducation. Or, durant toute l'année, de janvier à septembre, c'était une succession de grèves, si bien que l'administration ne fonctionnait pas. L'administration était paralysée. Donc, l'élément déclencheur du coup d'État, c'est la paralysie de l'administration par les structures syndicales. Et donc, l'armée a compris qu'il fallait récupérer le pouvoir. Et il avait même dit à Lamizana, lorsqu'il est venu les contacter, que c'est pas la... Enfin, vous pouvez y aller. Si vous les accompagnez, ça permettra que le régime puisse tenir. Mais si vous ne les accompagnez pas, nous, on sait que dans 2 ans, on va revenir. Vous comprenez? Donc, c'était pour dire que cette armée n'avait jamais eu confiance aux civils. Il trouvait dans les civils des hommes indisciplinés, des hommes du désordre, comme il a dit. Et pourtant, les civils ont fait confiance à cette armée en 1966. Bon, écoutez, ils ont fait confiance en l'armée pour arbitrer.
Donc, il recherchait l'arbitrage de l'armée. Et comme Joe Weider l'a dit, nous avons confié le pouvoir à l'armée. Quand on sera prêt, on ira reprendre. Vous comprenez? Il y avait des illusions, on s'illusionnait ici, là, au niveau donc, de la gestion du pouvoir. Donc, je crois que l'élément déclencheur, c'est la paralysie de l'État par les mouvements de grève. Moi, je dirais prétexte. Prétexte? Oui, prétexte, parce que, comme il a rappelé, par exemple, sur Roch Kaboré, il y a eu tellement de grèves, mais il n'y a pas eu de coup d'État. Je parle de... Voilà, c'est peut-être l'armée aussi qui était à la manœuvre en ce moment. Non, je pense que probablement, bon, le projet était déjà mûr et il restait le prétexte quoi, pour intervenir. C'est un peu comme aujourd'hui, quand vous voyez des OSC sortis, voilà, vous la savez chute de Roch Kaboré, c'était un peu d'abord une ambiance... Voilà. Oui. C'est l'éternel recommencement, c'est le même scénario visiblement à chaque fois. En fait, un aspect qui est important, c'est de dire que c'est ce coup d'État de novembre 80 allait déclencher la descente aux enfers, même dans la hiérarchie militaire de notre pays. C'est la boîte de Pandore. Voilà, c'est le colonel qui a renversé le général. Après, c'est le commandant qui va renverser le commandant. Et après, le capitaine renverse les deux capitaines. Donc, on a inversé la hiérarchie militaire. Automatiquement, comme on dit, la discipline, c'est la qualité première des armées. Une fois que la hiérarchie marche sur la tête, c'est fini. On n'a plus un corps normal. Donc je pense que c'est avec ce coup d'État que l'armée a commencé effectivement, désagrégation à l'intérieur. Oui, puisque c'est la première fois qu'une partie de l'armée, je dirais, chasse une autre partie. Voilà. Alors, donc, ce sont 6 les syndicats qui chassent Maurice Yamégo du pouvoir et qui placent la Mizana. Et en 80, c'est encore les syndicats qui ont aidé à chasser la Mizana du pouvoir, on dira ainsi. Oui. Bon, les syndicats, ils étaient à la manœuvre, mais il ne faut pas voir seulement les syndicats. Parce que les partis politiques de l'opposition, ils étaient en bas. Les partis politiques, les syndicats les plus remuants, il y avait 3 syndicats qui étaient les plus remuants. Il y avait le CNEAV, il y avait le SUVES, et puis, bon, le SINCHA. C'était les 3 syndicats. Le SINCHA n'était pas contrôlé par le MLN, mais le MLN contrôlait les partis de l'éducation. Et donc, ce sont ces partis politiques-là qui étaient en train d'agiter, qui agitaient donc les syndicats et qui voulaient provoquer donc une situation ingérable par le pouvoir afin que l'armée prenne le pouvoir, quoi. Et il y a quelque chose qu'il faut remarquer dans la classe politique burkinabé. Lorsque l'opposition se trouve en difficulté et lorsque il trouve que le pouvoir n'a pas de solution de résoudre un certain nombre de problèmes, on pense que c'est l'armée qui doit jouer à l'arbitre. Voilà. Donc, on a toujours pensé ça depuis 1966 et jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, on pense que l'armée doit jouer un rôle d'arbitre. C'est malheureusement ce qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de civils. Et dans l'esprit de beaucoup de militaires aussi, qui se donnent un rôle messianique. Si ça ne va pas dans le pays, on prend nos responsabilités. Mais qui leur a donné cette responsabilité? Bon. Et en même temps, ce coup de 80 marque aussi... définitivement aussi le mythe de l'armée, en tout cas unie, disciplinée, quelque part aussi, prend le coup. Oui, ce mythe-là a pris le coup, dès lors que il y a eu donc cette scission au sein de l'armée, dès lors que un colonel se lève dire au général que si tu t'engages avec les politiques, tu vas entraîner une division de l'armée. Et que l'instabilité politique constatée dans les pays voisins, par exemple, prenant l'exemple du Bénin à l'époque, l'instabilité politique constatée dans les pays voisins, c'était dû au fait que l'armée était divisée. Et que l'armée était derrière chaque civil. Et chaque civil avait ses partisans dans l'armée. Donc, de ce point de vue, il avait craint qu'en s'engageant avec les civils, dans des partis politiques, l'armée se diviserait. Mais l'armée était déjà divisée parce qu'il y avait déjà plein de partisans
des militaires de gauche, des militaires de droite. Ça, comme le dit. Et donc, à partir du coup d'État de 1980, on a vu que la succession des coups d'État était donc due à la division de l'armée. Oui, une armée qui n'est plus, en tout cas, monolithique Écoutez, ni moi, apolitique. Je maintiens que le MLN était la tête pensante Du coup du coup d'État de Césarbo. Puisque si vous prenez les télégrammes de soutien qui venaient des quatre coins du pays, c'est dans les zones où le MLN avait une implantation, où le syndicat des instituteurs avait... On se connaît dans ce village-là. C'est une plaine là. Mais peut-être pour les jeunes, il faut expliquer c'est quoi le MLN. Quoi. Le mouvement de libération nationale du professeur Joseph Kizerbo ne pouvait pas supporter que le RDA les batte à chaque élection. Donc, le recours, comme il l'a dit tantôt, il y a... Le professeur n'était pas démocrate? On dit qu'il y a des... Je n'ai jamais été dans votre démocratie libérale. Moi, je ne suis pas un libéral. Du professeur du MLN. Non. Oui, le professeur Kizerbo. On les appelait des réformistes impénitents. Voilà. D'accord, on est peut-être une chose aussi qu'il faut dire, à mon avis, il ne faut pas le négliger aussi. À la fin des années 70, on arrive aussi au niveau de l'armée à une situation, je ne sais pas moi, de rupture ou de... Parce que l'armée coloniale, qui a donc été celle qui a été celle-là à l'indépendance, qui a pris les 2 premières décennies, avec les cadres, évidemment, à partir de fin des années 70, c'est une armée aussi... En fait, ce sont des officiers vieillissants. Et entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres jeunes qui sont allés dans les écoles militaires, qui ont donc une autre mentalité de l'armée, mais également de la politique. Comme on a dit tantôt, si avant la colonisation, ce sont les syndicats de droite qui ont été importants et qui ont forgé des partis politiques de droite, à la fin des années 70, ce sont les syndicats de gauche, donc les idées de gauche, qui sont devenues suffisamment importantes pour générer à la fois l'armée aussi, donc pour comment on appelle, imprégner l'armée, mais imprégner aussi la société. Donc c'est vraiment un niveau de chevauchement historique, à mon avis, qu'on ne doit pas ignorer. Donc, on est en fin d'émission, on va parler des enseignements à tirer justement de cette Troisième République en rapport justement avec l'actualité sociopolitique du moment. Bon, disons que la Troisième République a été caractérisée par un certain nombre, je dirais, de dispositions, je dirais, innovantes. Je pense en particulier au tripartisme qui a permis de rationaliser le système multipartisan. Il y a aujourd'hui un besoin de rationaliser ce système-là. Je pense que c'est un enseignement à tirer. La Troisième République, c'est aussi la chute du président Lamizana qui est un militaire. Ça veut dire que quelque part, les militaires ne sont pas nécessairement l'alpha et l'oméga de la vie politique. Donc pour moi, il y a des enseignements à tirer du fonctionnement de cette République qui reposait sur une constitution de belle facture, mais cela n'a pas suffi parce qu'on avait une classe politique vieillissante qui n'a pas su se renouveler à temps. Peut-être que c'est un clin d'œil à l'histoire contemporaine. Professeur Bazegissou ? Non, je pense que ce pays a été un laboratoire d'expérimentation institutionnelle et politique qu'il ne faut pas du tout sous-estimer en termes de leçons et pour mieux faire. Et je crois que, je le disais tantôt, la ressource existe. Et chacun de nous a été forgé par cette histoire politique-là. Et la Troisième République a apporté sa part, et il l'a souligné dans les points qu'il a rappelés, mais je dirais comme Edouard Ouedraogo de l'Observateur que c'est les trébuchements de ces régimes, de ces républiques-là qui ont préparé la révolution de 1983. D'accord, ah, oui. On en parlera, oui. Oui, disons que la Troisième République a été le dernier régime des partis politiques des années 50. Les partis politiques de la décolonisation. Donc c'était le dernier régime. Cycle. Voilà, c'était la fin du cycle. Et avec la participation de Lamizana aux élections de 1978, il faut considérer que c'était aussi la fin du régime militaire. Parce que les militaires ont refusé de donner leur caution à Lamizana,
qui a dû se présenter de façon individuelle. Donc, il n'avait plus bénéficié de cette caution de l'armée. Donc, on peut dire que c'était la fin du régime militaire. Il ne tient plus son pouvoir de l'armée. Il ne tient plus son pouvoir de l'armée, mais il tient son pouvoir d'une coalition de partis politiques. Donc, le régime militaire prend fin à partir de 1978. Donc, après 12 ans d'exercice du pouvoir. Même si Lamizana a dû mettre dans son gouvernement 2 militaires, c'est-à-dire après sa victoire au soir du 28 mai, il a tenu, 78, il a tenu à mettre 2 militaires, Mamadou Ouedraogo aux mines et au transport, et puis Léona Kalmogo aux finances. C'était les 2 qu'il avait mis, donc pour assurer une certaine continuité, une certaine confiance. Mais on va remarquer que dans la gestion des crises, Lamizana avait changé un peu de méthode. De 1966 jusqu'au MNR, il recevait directement les syndicats, les centrales syndicales, pour discuter directement avec eux. En présence du ministre de la fonction publique et du travail, mais en présence du cercle militaire qui l'entourait. Et donc, ça montrait que le cercle de décision était donc le cercle militaire. Le ministre de la fonction publique, il était là, bon, comme intermédiaire entre les vrais décideurs et les travailleurs. Avec la Troisième République, c'est le ministre de la fonction publique qui va directement au front, rencontrer les syndicats. Il veut anticiper, mais il ne peut pas. Et Lamizana ne rencontre plus les syndicats. Donc on voit qu'ici, il y a une rupture entre ce qui se passait au temps du régime militaire et ce qui se passait dans un régime véritablement démocratique. Donc c'est pour dire que la Troisième République c'est le dernier pouvoir des anciens. Il y avait une rupture dans la manière de gérer, même si Lamizana était resté toujours au niveau du pouvoir. Et puis, bon, il y a eu ces faiblesses qui sont liées au fait que les syndicats, la coalition entre syndicats et partis politiques, cette coalition-là a été un élément caractéristique, bon, qui a expliqué donc les changements politiques au niveau du pays, de telle sorte que les syndicats ont pu apparaître comme des forces alternatives qui pouvaient provoquer donc le changement. Oui, bon, enfin, moi je ne vais pas ajouter à ça. Je vais tout simplement peut-être faire un saut sur ce que nous vivons aujourd'hui. On était à la fin des années 70, à la fin d'un cycle. Nous y sommes actuellement aussi. Mais nous avions des choses que nous n'avons plus aujourd'hui. C'est-à-dire, avant, on avait, que ce soit les jeunes, un personnel, en tout cas jeune, mieux formé, et idéologiquement formé, parce que le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons, quand quelqu'un dit « Ndata Rissi », l'Amparat Farahé, bon, sur quelle base? Non, moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-français. Mais je dis, tout cela doit précéder quand même d'une idéologie et d'un élément de programmation construit. Je dis qu'il y a un travail de formation qui n'a pas été fait quelque part. En tout cas, il y a un laisse-guidon. Et ça, c'est un problème. Dans une société aussi éclatée, c'est un problème. Avant, aussi bien dans la société civile que dans la société militaire, il y avait un lien. Aujourd'hui, quand vous regardez aussi bien la société civile que dans la société militaire, il n'y a plus de lien. Quand vous regardez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la rupture ou la fin de machin entre les générations de jeunes militaires PMKistes et les anciens. Non, mais c'est en même temps entre les jeunes eux-mêmes aussi, mais sur des bases qu'on ne peut même pas, du point de vue idéologique, construire. Donc, il n'y a pas d'idée. C'est ça qui est notre danger aujourd'hui. Comparé à la Troisième République, où on avait une belle machine, comme l'a dit le professeur Louada. Je suis entièrement d'accord. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas pu faire mieux, même si mon grand frère n'est pas d'accord. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, Achille Mbembe, lorsqu'il a été invité par Macron
pour préparer sa rencontre avec les jeunes, il a tiré les conclusions en disant que, bon, il y a eu une évolution positive pour sortir de la France-Afrique, mais maintenant, il faudrait que la jeunesse africaine se forme bien. Oui. Parce que le défi à relever est d'autant plus important qu'il faut que la jeunesse soit bien formée. Donc notre problème aujourd'hui, c'est la formation de la jeunesse. Absolument. Et la précipitation à sauter dans le jeu politique sans une formation préalable. Très important. Oui, on termine rapidement avec la dernière question de Mme Yameogo. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y a... Là, on passe d'une république à une autre, pour conclure justement. On n'a pas la perspective, oui. Levez-vous. Quels sont les motifs qui ont prévalu pour le passage de la troisième République? Cache, alors il va falloir que vous levez. Levez-vous. Je voulais savoir les motifs qui ont prévalu pour le passage de la troisième république à la quatrième république. Et pour dire que qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la troisième république pour qu'on en arrive à la quatrième république. Comme on l'a dit, ce n'était pas forcément un problème de texte, mais les acteurs ont été pour beaucoup. Attention, il y a une grande distance entre les deux républiques. Près d'une décennie. Oui, il y a une grande distance. Il y a eu des régimes d'exception. Oui, la Troisième République tombe le 25 novembre 1980, Quatrième République, juin 1991. Mais j'espère que vous êtes au courant qu'entre temps, il y a eu une révolution. Il fallait bien. Que le professeur Basile. Il fallait bien une nouvelle constitution après. Professeur, c'était bien ça. Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même. Il faut actualiser. Il fallait bien passer à la quatrième république, sinon on ne peut pas réveiller une république et les coups d'État. Voilà. Mais ce qui est déplorable, c'est que on a jeté aux orties tout ce que la révolution... Il y avait de la substance quand même. Il y avait quand même des éléments. Oui, bon, je vois qu'on retient un peu de ceci, un peu de cela aujourd'hui, mais bon, je pense par exemple à l'opération Manamana. Bon, ouais, c'est pas incompatible avec la République. Mais bon, c'était dans un contexte, mais bon, m'en fait. Voilà. Professeur, oui. Je reste convaincu que nous avons le potentiel nécessaire pour faire ce qu'il dit. Très important. La preuve, justement, des régimes comme... Absolument. Celui de la Révolution a réussi des choses par la suite. On en parlera dans d'autres numéros de l'atelier de la République. Avec nous, donc, le professeur Augustin Loada, enseignant-chercheur, professeur agrégé en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec nous également, le professeur Magloire Somé, enseignant-chercheur en histoire de l'Afrique contemporaine. Merci. Et puis le professeur Basile Guissou, chercheur, politologue, ancien directeur général du CNRST. Merci. Newton Ahmed Bari, journaliste, éditorialiste, historien également, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il faut ajouter l'ancien ministre de des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères aussi. Relations extérieures et coopération. Voilà, comme bonne connaissance des questions géopolitiques. On en parlera à deux occasions. Merci à vous. Un autre. Ah oui, la fonction publique. Merci. Merci à tous. Merci également aux membres donc, du club CGD d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est aussi cela aussi que se renforce la culture politique aussi dans ces cadres-là. Merci. Ça sera tout pour ce numéro de l'atelier de la République. Merci de nous avoir suivis. À prochainement pour un autre numéro de l'atelier. Merci.